Ma famille plaisante-t-elle? Je n'arrivais pas à croire le petit montant qu'il mentionnait. L'autre jour, mon téléphone bourdonnait sans arrêt d'appels de mes parents. Lorsque j'ai fini par répondre, ils ont commencé à crier avant même que je puisse parler. Au début, je n'ai pas compris ce que mon père disait, ce qui m'a laissé totalement perplexe. Plus tard, j'ai découvert qu'ils étaient furieux à cause de l'argent que j'étais censé envoyer. Selon eux, ma sœur Mira leur envoyait jusqu'à 12 000 $ par mois, alors qu'ils pensaient que je ne contribuais qu'à hauteur de 80 centimes. Mais ce n'était pas vrai. J'avais envoyé 12 000 $ chaque mois, tout comme Mira. Vous devez mentir, ont-ils insisté. Mira, avec sa carrière de mannequin, gagne plus que toi. Elle nous envoie 12 000 $ par mois. Vous nous décevez beaucoup. Mira est si prévenante, a grommelé mon père, visiblement contrarié. Ma mère s'est jointe à lui, critiquant mon mode de vie. Tu crois que c'est bien de vivre seul et de dépenser sans compter? Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Elle se soucie tellement de nous, soupire-t-elle lourdement. J'ai toujours eu l'impression qu'il favorisait Mira. Elle était magnifique et faisait tourner les têtes partout où elle allait, alors que je passais souvent inaperçue. Les gens nous comparaient toujours, louant sa beauté et plaisantant sur le fait que je paraissais banale à côté d'elle. Dès son plus jeune âge, il était clair pour tout le monde que Mira était destinée à réussir dans la comédie ou le mannequinat. Mes parents l'adoraient, s'assurant toujours qu'elle avait les vêtements les plus récents et les plus à la mode, et l'inscrivant à tous les cours qu'elle souhaitait. Pendant ce temps, je me contentais de vêtements de seconde main et je ne suivais aucun cours. Mira a grandi gâtée et privilégiée. Croyant que ce qui était à moi était aussi à elle. Elle prenait mes affaires sans demander, et lorsque je protestais, mes parents me disaient simplement « Laisse tomber, Amanda. Elle est plus jeune. Sois une bonne grande sœur. » Ils rejetaient mes sentiments si facilement, se rangeant toujours du côté d'Amanda. Au fil des ans, ce favoritisme n'a fait qu'empirer. À l'école primaire, lorsque Mira a décidé qu'elle voulait sa chambre, mes parents n'ont pas hésité à me déplacer. Ils m'ont installée dans le salon, se justifiant en disant que je n'avais pas beaucoup d'affaires et qu'il y avait assez d'espace pour que je puisse dormir. Le salon, où je dormais au milieu de vieux portraits de famille, est devenu ma nouvelle chambre à coucher, où je me suis sentie oubliée et dévalorisée. J'ai finalement décidé d'arrêter d'envoyer de l'argent au pays, dans l'espoir de me faire comprendre. Je m'appelle Amanda. J'ai 31 ans et je travaille dans une entreprise de transformation alimentaire. Je vis avec le poids d'être l'enfant la moins favorisée, alors que ma sœur Mira, de 6 ans ma cadette, jouit des feux de la rampe et de l'affection que je n'ai jamais ressentie de la part de nos parents. Malgré le traitement froid et les comparaisons sévères, j'ai continué à vivre, en m'accrochant aux souvenirs de mes grands-parents qui m'ont toujours chérie. Mon nom, Amanda, a été choisi par mon grand-père pendant la vibrante saison printanière, lorsque les amandiers étaient en fleurs. Elle adorait ces fleurs et leur résistance résonnait en lui. Enfant, j'aimais m'asseoir sur ses genoux, enveloppée de sa chaleur et écoutant ses paroles réconfortantes. Amanda, disait-il, peu importe les difficultés, on peut toujours s'en sortir. Après les épreuves, le bonheur refleurira, comme celui d'Amanda au printemps. Ces mots de mon grand-père me revenaient souvent, surtout dans les moments difficiles. En grandissant, il est devenu évident que mes parents nous traitaient très différemment, ma sœur Mira et moi. Je ne me suis jamais vraiment sentie chez moi dans ma propre maison. Lorsque j'ai exprimé mon rêve de devenir infirmière scolaire et que j'ai voulu discuter des examens d'entrée à l'université, mes parents ont immédiatement rejeté l'idée. Nous ne pouvons pas te payer les frais d'inscription à l'université. Pense à ta sœur, Mira. Nous devons économiser pour son avenir. Ils ont insisté sur le fait que, financièrement, nous étions une famille moyenne, qui ne se débattait pas, loin s'en faut. Mes rêves ont été mis de côté pour donner la priorité aux aspirations de Mira. Après le lycée, alors que Mira est entrée dans une université prestigieuse, je suis entrée dans la vie active, décrochant un emploi dans une petite ou moyenne entreprise située à quelques arrêts de train de chez elle. Finalement, j'ai déménagé et loué un petit studio près de mon travail. C'était un soulagement d'être seule.
Loin des comparaisons constantes et du favoritisme à la maison. Mira, quant à elle, s'est épanouie à l'université et a bientôt été repérée par une agence de talent lors d'une virée shopping avec des amis. Mes parents étaient aux anges et ne cessaient de parler de sa carrière de mannequin. Un jour, Mira m'a appelée, la voix pleine d'excitation et de gratitude. Nous devons tout à papa et maman, m'a-t-elle dit. Commençons à leur donner 12 000 $ par mois pour leur montrer notre reconnaissance. Le montant m'a choqué, 12 000 $, c'est beaucoup d'argent, et même si le métier de mannequin est bien rémunéré, je ne gagne qu'environ 6 000 $ par mois à mon travail. Si j'acceptais, je devrais réduire mes dépenses de manière drastique, et même dans ce cas, je devrais trouver un revenu supplémentaire. À contre-séure, j'ai décidé de travailler le week-end en tant qu'agent de sécurité sur un chantier de construction. Ce travail était bien rémunéré, mais physiquement épuisant. Les étés étaient brûlants et les hivers glacials. J'ai souvent envisagé d'abandonner. Malgré les difficultés, j'ai continué, poussé par un mélange de loyauté familiale et le désir de ne pas me sentir inférieur à ma sœur. Au fond de moi, je m'accrochais aux paroles de mon grand-père, espérant qu'après ces temps difficiles, le bonheur fleurirait à nouveau pour moi, tout comme les amandiers du printemps. Malgré les difficultés à concilier un travail exigeant et des études de certification avec peu de sommeil, mes collègues de travail ont fait preuve d'une gentillesse inattendue. Ils m'offraient souvent des boissons et de la nourriture, conscients des efforts que je fournissais. Je faisais tout ce que je pouvais pour économiser de l'argent, en réduisant les sorties au restaurant et d'autres dépenses inutiles, mais atteindre les 12 000 $ mensuels que j'avais promis d'envoyer à la maison était encore difficile. Déterminé à augmenter mes revenus, j'ai décidé d'obtenir une certification professionnelle. J'ai consacré tout mon temps libre à étudier, les jours se confondant avec un mélange de travail et d'apprentissage à un rythme effréné. Dans cet emploi du temps chargé, j'ai manqué plusieurs appels de mes parents. Lorsque j'ai enfin eu le temps de les rappeler, j'ai été confrontée à une colère immédiate. Tu es horrible. Que est-ce que tu penses de nous? Mon père a crié dès que j'ai répondu, la voix de ma mère résonnant comme un accord en arrière-plan. Confus, j'ai demandé. Que est-ce qui ne va pas? Vous parlez de l'argent que j'envoie? Je ne comprenais pas leur colère. Je ne comprenais pas leur colère. Savez-vous combien Mira envoie? 12,000 et vous n'envoyez que 80 cents. Vous vous moquez de nous? Accuse mon père. C'est impossible. J'envoie 12 000 $ par mois. Je réponds fermement. Choqué par leurs affirmations. Et ne mentez pas, Mira gagne plus que toi grâce à son travail de mannequin. C'est donc elle qui nous envoie 12 000 $ par mois. Tu me déçois vraiment. Mon père poursuit, le ton plein de déception. Et ma mère est intervenue, critiquant mon mode de vie et m'accusant de ne pas me soucier de la famille autant que Mira. J'étais abasourdi et submergé par la tristesse, incapable de formuler une réponse. J'ai alors compris qu'il y avait eu un énorme malentendu. Auparavant, Mira avait suggéré que nous gardions nos contributions anonymes sous le pseudonyme d'Arc-en-Ciel. À l'époque, je n'avais pas réalisé que le nom de scène de Mira était Rein. Et elle s'est avéré que les transactions de 80 cents ont été enregistrées par erreur sous mon nom, Amanda, alors que Mira était créditée des 12 000 $ de contribution. Avant que je puisse expliquer la confusion. Mes parents ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin de mes 80 cents moqueurs et ont raccroché. J'ai ressenti un mélange de colère et de trahison envers Mira pour ne pas avoir clarifié notre arrangement, ce qui m'a laissé sans sommeil et rempli d'inquiétude. Ne sachant pas si je devais continuer à envoyer de l'argent, j'ai décidé de demander conseil à mon amie de lycée, Scarlett, qui travaillait dans une société de conseil. Scarlett était connue pour sa capacité et sa fiabilité, et elle donnait toujours de bons conseils à Frank. Scarlett a été surprise lorsque j'ai demandé un rendez-vous soudain. Que s'est-il passé? M'a-t-elle demandé, remarquant mon air affligé lorsque nous nous sommes retrouvés pour déjeuner. Je me suis ouvert sur la situation familiale, expliquant le malentendu à propos de l'argent. Après avoir écouté mon histoire, Scarlett a réagi de manière réfléchie. Vos parents ont-ils des difficultés financières?
N'ont-ils pas encore 80 ans? Elle a également été stupéfaite par le montant de 12 000 $ et a mentionné, on dirait qu'ils ont des dettes. On dirait qu'ils ont des dettes. C'est de l'argent dépensé pour nous. À eu fil de notre conversation, Scarlett m'a aidé à envisager différentes perspectives et possibilités, m'offrant un point de vue extérieur précieux sur une situation chargée d'émotions. Lorsque ma sœur Mira a suggéré pour la première fois que nous envoyions de l'argent à nos parents en signe de gratitude, j'en ai discuté avec mon amie Scarlett au cours du déjeuner. Scarlett a eu l'air surprise et m'a offert un point de vue réconfortant. Tu dis que c'est de l'argent dépensé pour vous deux, mais tu n'es même pas allé à l'université, n'est-ce pas? L'argent n'est-il pas principalement destiné à Mira? Et ton père travaille toujours. Il n'y a pas besoin d'envoyer 12 000 $ par mois. C'est inimaginable qu'ils aient soudain besoin d'autant d'argent alors qu'ils vivaient très bien jusqu'à présent. Ces paroles étaient sensées, surtout lorsqu'elle a fait remarquer que si mes parents pensaient que ma contribution n'était que de 80 cents, je devrais peut-être suivre leurs conseils et cesser les paiements. Tu es trop gentille, Amanda. Tu ne devrais pas te laisser faire, a conseillé Scarlett. Ces paroles ont touché une corde sensible en moi et j'ai décidé de ne pas me laisser influencer aussi facilement par la pression familiale. 3 mois plus tard, mon téléphone a sonné sans arrêt un matin. C'était Mira, visiblement en colère. Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone toute la matinée? Et pourquoi as-tu cessé d'envoyer de l'argent de ton propre chef? À quoi pensais-tu? Exigeait-elle en laissant transparaître sa frustration. Accablée par les défis de ma propre vie et mes difficultés financières, j'ai senti le poids de ces accusations. Scarlett m'avait appris que les soi-disant contributions financières de Mira visaient davantage à préserver son orgueil et les habitudes extravagantes de nos parents qu'à répondre à une nécessité. Scarlett, qui était aussi une connaissance d'une amie de Miri, avait discrètement recueilli des informations pour moi. Elle avait découvert que Mira dépensait fréquemment en vêtements et en produits de beauté, se plaignant à ses amis, ma grande sœur est ma source de revenus, je compte donc sur son argent. Dernièrement, j'ai eu des difficultés parce que je n'avais pas d'argent pour ma sœur. Il se peut que je doive réduire mes dépenses en soins du visage et en produits cosmétiques pendant un certain temps. Il est également apparu que ma mère s'adonnait à des marques de luxe et que mon père ne travaillait pas mais jouait au jeu d'argent. Il me semblait absurde de soutenir leur mode de vie gaspilleur avec l'argent que je gagnais à la sueur de mon front. Vous pensez que je ne sais pas que mon père travaille et que je n'ai donc pas besoin de mon argent, n'est-ce pas? Je les ai confrontés. Une semaine plus tard, mes parents sont venus me voir après l'arrêt des paiements mensuels de 12 000 $. Ils avaient finalement parlé à Mira qui, en larmes, avait admis qu'elle ne gagnait pas autant qu'elle le prétendait et qu'elle était un fardeau pour son agence de mannequins. Malgré son apparence mignonne, elle n'avait pas de talent pour le chant ou la danse, ce qui l'empêchait de réussir dans l'industrie du divertissement. Ses contrats de mannequinat étaient sporadiques et mal payés, souvent pour des catalogues en ligne bon marché. Et la vérité sur sa situation a entraîné un changement radical dans l'attitude de mes parents. Nous avons été stricts avec Mira. Ne vous inquiétez pas et continuez à envoyer de l'argent comme avant, m'ont-ils dit, réclamant sans hésiter les 3 mois de paiement que je n'ai pas versés. Leur audace m'a stupéfié. Ils ont même ajouté, nous nous sommes préparés pour 3 mois, alors déposez-le dès que vous le pouvez. Après tout, on peut compter sur vous. Leur avidité implacable m'a incité à les interroger davantage sur leur situation financière, une question qui me turlupinait. Mira m'a dit qu'il y avait des dettes. Est-ce vrai, demandai-je, cherchant à clarifier les questions financières de la famille. Des dettes? Ce n'est pas possible. Nous avons couvert les frais de scolarité avec l'héritage de vos grands-parents. Ils ont répondu avec dédain. Cette conversation a révélé les profondes divergences entre ce que l'on m'avait fait croire et la réalité du paysage financier et moral de ma famille. Il est devenu évident que je devais prendre des décisions fondées non seulement sur l'obligation familiale, mais aussi sur une évaluation juste des besoins réels et de la vérité qui se cache derrière une demande d'argent. Mon père a déclaré avec assurance que les affirmations de Mira concernant l'endettement de nos parents étaient tout simplement fausses. Nous avons juste besoin d'un peu plus d'argent pour faire des courses.
Ma mère a ajouté avec désinvolture qu'il pensait que le salaire de mon père était suffisant. Et il était évident qu'il se débrouillait très bien financièrement sans avoir besoin de ma contribution. Pourquoi Mira a-t-elle un emploi à temps plein, alors? Demandai-je. Me sentant de plus en plus frustrée par la situation. Mon père m'a rétorqué vertement, c'est ainsi que tu parles à tes propres parents? Je n'ai pas élevé ma fille pour qu'elle agisse de la sorte. Ma mère a abondé dans son sens. Nous n'avons pas besoin d'une fille comme toi si tu es comme ça. Ils ont ensuite menacé d'utiliser les économies que mon grand-père avait laissées spécialement pour moi, en disant que nous allions utiliser les économies de ton grand-père pour toi. Tu ne fais plus partie de cette famille. Ils ont exprimé leur volonté de couper les ponts pour cette raison, ce qui m'a profondément choquée et blessée. Après leur départ, je me suis effondrée, me sentant totalement jetable et m'interrogeant sur ma valeur aux yeux de ma propre famille. 3 mois de silence se sont écoulés avant que la sonnette de ma porte ne retentisse à l'improviste. Mes parents et Mira se tenaient là. J'ai hésité mais j'ai ouvert la porte, perplexe devant leur apparence usée et fatiguée, qui contrastait fortement avec l'amélioration de ma situation. Depuis la dernière fois qu'ils m'ont vu, j'ai travaillé dur, j'ai étudié avec assiduité pour obtenir une certification de consultant en petites entreprises, ce qui a considérablement augmenté mon salaire. Scarlett m'avait aidé à décrocher un nouvel emploi où j'étais désormais chef d'équipe, où je jouissais d'une vie professionnelle épanouie et où j'envisageais même de déménager plus près de mon travail, dans un meilleur appartement. Pourquoi ce luxe? Me demandent mes parents et Mira d'un ton presque accusateur, en remarquant mes vêtements plus élégants et mon apparence plus saine. Avant de vous offrir un tel luxe, donnez-nous un peu d'argent. Ils ont réclamé une aide financière, comme s'ils y avaient droit. Ils semblaient désespérés, mais ne s'excusaient pas de leur demande directe. Dégoûtés par leur attitude, je les ai confrontés. Avec les revenus de papa et de Mira, vous pouvez vivre confortablement. Que est-ce qui se passe vraiment? Leur ai-je demandé. Mira, les larmes aux yeux, m'a révélé les difficultés qu'elle rencontrait dans l'industrie du mannequinat, qui était bien plus dure qu'elle ne l'avait laissé entendre. Elle avait été repérée par une autre agence et avait décidé d'investir une somme importante pour la rejoindre, pensant que cela donnerait un coup de fouet à sa carrière d'actrice. Malheureusement, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une escroquerie et l'agence s'est volatilisée avec son argent, sans laisser de trace. À ce moment-là, un représentant d'une société de crédit à la consommation s'est présenté à ma porte et m'a demandé si j'avais des liens de parenté avec lui, car il avait retrouvé mon adresse. Il s'est avéré que ma famille avait emprunté une somme importante, espérant que la carrière de Mira se développerait rapidement. De plus, Mira dépensait sans compter dans les boîtes de nuit pour évacuer le stress, ce qui aggravait leurs difficultés financières. J'ai été stupéfait par leur comportement imprudent et leur irresponsabilité. Lorsque l'agent financier m'a demandé si j'étais de la famille, j'ai répondu fermement, je ne connais pas du tout ces gens. Je n'ai rien à voir avec eux. C'était une réponse dure, mais nécessaire pour me protéger des conséquences de leurs actions. Ce moment a marqué une rupture définitive, non seulement sur le plan émotionnel mais aussi sur le plan juridique, avec les schémas destructeurs de ma famille. Après ces événements tumultueux, mes parents se sont retrouvés en faillite. Leurs dettes ont été effacées, mais en conséquence, ils ont dû vendre la maison familiale et emménager dans un appartement modeste. Malgré tout, ils ont tous deux réussi à trouver un emploi par l'intermédiaire d'une agence d'intérim et à joindre les deux bouts. Ironiquement, mon père a fini par travailler sur le chantier de construction où j'avais travaillé à temps partiel. Le premier jour, il a été accueilli par un « Ah, c'est le vieux, aidez-moi ». Il y avait une jeune femme ici avant, mais elle a démissionné. Elle travaillait dur et envoyait de l'argent à ses parents. J'aimerais bien voir la tête des parents qui font travailler leur fille ici. L'expression de mon père s'est durcie en entendant cela. Pendant ce temps, Mira, qui a abandonné ses aspirations de mannequin, tente sa chance dans le monde de la nuit. Malheureusement, ces traits égocentriques ne plaisent pas aux clients et elle est rapidement renvoyée de divers clubs et salons, pour finalement se contenter des revenus d'un petit bar. Son mode de vie a entraîné des changements notables dans son apparence. Parmi les habitués, les récits de ses années de mannequinat semblaient
Être des souvenirs lointains, presque incroyables. Un mannequin? De qui se moque-t-on? Regarder dans le miroir? Se moquait-il point? Quant à moi, j'ai rompu les liens avec ma famille et je me suis concentré sur la construction de ma propre vie. 6 ans plus tard, je me suis retrouvé au mariage de Scarlett, célébré dans une chapelle pittoresque de Tampa, aux États-Unis, surplombant la mer. Les vastes étendues bleues s'étendaient devant nous et l'atmosphère était chargée d'un sentiment de nouveau départ. À côté de Scarlett se tenait son mari, rayonnant de fierté. Scarlett, qui s'était concentrée sur sa carrière, était tombée inopinément amoureuse d'un collègue. Pendant le mariage, elle s'est penchée vers moi et m'a dit avec un sourire radieux, « Amanda, tu devrais aussi faire face à tes sentiments. Je réalise tout ce que je veux par moi-même et je me débarrasse rapidement de ce dont je n'ai pas besoin. » Son mari lui a répondu sur le ton de la plaisanterie. « Ne me jette pas, d'accord, le mariage de Scarlett était une célébration de la liberté. La liberté qu'elle m'a aidé à trouver. J'ai exprimé ma sincère gratitude. Scarlett, sois heureuse. Je te suis vraiment reconnaissant. » C'était une occasion joyeuse et alors que les festivités touchaient à leur fin, Scarlett m'a présenté un de leurs amis, Ethan, ou Ethan comme on l'appelait. Grand, bien bâti, avec un sourire charmant, il dirigeait un cabinet d'architecte. Je voulais te présenter Ethan, Amanda. Vos personnalités sont presque les mêmes. Scarlett a plaisanté, déclenchant des rires parmi nous. Ethan et moi avons immédiatement sympathisé et avons décidé de prendre un repas ensemble. Alors que nous parlions et rions, j'ai senti fleurir en moi un sentiment d'espoir et d'excitation, à l'image des Amanda que mon grand-père aimait tant. À l'avenir, j'ai l'intention d'embrasser à la fois le travail et l'amour, déterminée à vivre pleinement ma vie. Grand-père, s'il te plaît, continue de veiller sur moi depuis le ciel. Je ferai en sorte de m'épanouir pleinement. Me dis-je en chuchotant, un sourire se dessinant sur mon visage tandis que je me tourne vers l'avenir.